Ah bon, vous me direz, c'est la vie qui l'a... Oui, c'est la mort qui l'a stoppé. Assez tôt. Mais enfin, assez tôt. Ouais. Voilà, mais enfin, vous, justement, c'est bien de mener à bien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi oui. je le fais, mais c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est que vraiment, je trouve, alors peut-être que c'est moi qui me je sais pas, dans le milieu scientifique, c'est toujours plus ou moins comme ça. Ouais. Il y a les nouveaux et on oublie les anciens. Oui, Bon. tout à fait. Mais voyez, que ce soit au musée ou que ce soit aux ESI, l'absence de tout concernant mon père me consterne. Donc c'est pour contrebalancer. Au moins, il y aura un site internet, il y aura un web documentaire. Absolument. Et puis, c'est peut-être mieux même qu'une plaque. C'est parfaitement scandaleux. Ça, je suis bien de cet avis. D'autant plus que si M. Cléguet-Merle est là en ce moment, c'est parce qu'avant lui, il y a eu votre père. Et que ce musée a été construit contre vents et marées à son initiative. Et Dieu sait s'il s'est donné du mal pour y arriver. Donc, effectivement, ce silence est... Quant à la commune des ESI, je veux dire, elle lui doit tout. Hein. Elle lui doit tout, parce que avant lui, c'était une ville qui était complètement au bord de l'inanité, parce que si vous voulez, il y avait... Bon, c'est vrai qu'il y avait le fameux train des préhistoriens, mais plus personne ne le fréquentait. Hein. Donc voilà. Donc il a redynamisé, et puis avec une façon de faire. J'espère qu'on vous a dit que vous avez le même sourire que votre père. Hein. Ah non. Ah si, ça c'est vraiment... justement, il était bien plus rond que vous, et donc ce sourire qu'il avait le transfigurait complètement. Et moi je l'ai reconnu là. Ah, ouais. Bon, mais voilà. Alors, donc, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu mes parents? Tout à fait. Moi, je me souviens, la première fois, j'ai vu M. Guichard, puisque il était le maire des ESI. Je venais d'être nommé directeur des classes vertes, et c'est lui qui a signé mon procès-verbal d'installation. J'avais été mis en place. L'éducation nationale avait créé un poste en service exceptionnel sur le tableau des effectifs de l'inspection académique de la Dordogne, pour créer un CPIE qui n'existait pas. Et donc, à ce moment-là, non seulement votre père m'a installé, mais en plus, il m'a ouvert son laboratoire, bureau, puisque pratiquement pendant 2 ans, je travaillais au musée. Attendez, alors je regarde quand vous avancez. Avancez-vous, non mais avancez-vous, monsieur, juste pour voir si ça... Parce que ça me... Voilà, ouais, bon, on va faire comme ça. Ah non, justement, vous... Ah bon? Non, je dis, vous avez tendance à vous avancer. Ah oui, d'accord. Et du coup, mais je préfère éviter. Mais c'est en image et son. Mais c'est déjà en fonction? Ah oui, ça tourne, ah bah bien sûr. Bon, d'accord, mais bien sûr. Vous savez, c'est une conversation complètement. J'ai pas envie de faire une interview avec des questions préparées. Très bien. Tout ça, vous voyez. Non, bien sûr que ça tourne. Donc, la situation... à l'égard de votre père était tout à fait claire, immédiate, spontanée, puisque c'était en quelque sorte le maire de la petite école que j'allais diriger à Cireuil, puisque le CPI de Cireuil avait en son sein, pour l'éducation nationale, un centre permanent de classe de découverte dont j'étais le directeur. Voilà. Donc pendant les 2 premières années, un deuxième animateur avait été nommé venant de la jeunesse et des sports, et ce monsieur occupait un logement de fonction au-dessus de la mairie, si bien que les relations avec notre maire était fréquente pendant ces 2 années. En outre, comme le CPI de Cireuil était en projet, il y avait des réunions d'architectes tous les mardis à Cireuil. Donc on se retrouvait tous à Cireuil tous les mardis. Et pendant ce temps, nous étions en train de préparer les modules de formation. D'accord. Alors 2 questions. Le monsieur, c'était monsieur Lepers? Non, c'est avant Lepers. Lepers est arrivé ensuite. Alors, c'était qui ce monsieur? Lepers, c'était un animateur de l'association de l'Esper. Il était avec Hubert de Comarque,
Henri Lepers, c'était l'animateur de l'Esper, et donc on le voyait également, puisque Hubert de Comarque était président de cette association, qui était destinée à devenir l'association gestionnaire du CPIE. D'accord. Voilà, donc en réalité... Et donc ce premier monsieur avec lequel, qui habite... s'appelait monsieur Olivier Acco. C'était un professeur d'éducation physique, qui était donc nommé au titre de la jeunesse et les sports. Puisque les CPIE avaient ceci d'original à l'époque, c'est qu'ils étaient interministériels. Donc, dans les 2 années qui ont suivi, il y a eu donc un animateur jeunesse et sport, un enseignant, éducation nationale, et un professeur de l'enseignement agricole, qui s'appelait, c'est désagréable de ne pas retrouver son nom tout de suite, parce que Bernard Dehan, et qui est mort d'ailleurs depuis, c'est pour ça que je dis que c'était désagréable de ne pas me souvenir spontanément de son nom, et qui a fait un gros travail aussi, puisque c'était un spécialiste de l'environnement, et avec lui on a fait des chemins en boucle dans les vallées de la Grande Beune, de la Petite Beune, donc on a beaucoup travaillé ensemble. D'accord. Et donc, excusez-moi, mais les classes vertes, ce sont des classes qui arrivent de tel ou tel endroit, qui s'installent pour X temps, oui. Et après ils repartent. Et ils repartent. D'accord. Voilà. C'était les classes de découverte de l'éducation nationale dans les années 70. D'accord. Voilà. Et la nôtre avait une dominante pédagogique qui était la préhistoire. Et ça me permet de répondre à votre deuxième question. À l'époque, au Musée national de la préhistoire aux Aisies, il y avait un service éducatif. Et ce service éducatif était géré en main de maître par Geneviève Guichard. Donc, lorsque j'ai fait la connaissance de monsieur, très rapidement, j'ai fait aussi la connaissance de madame. Et là, nous avons eu de très longues conversations pédagogiques, car c'était une remarquable pédagogue. Évidemment, tous les jeunes et moins jeunes qui passaient à Sireuil, car les classes vertes n'étaient pas destinées qu'aux enfants. C'était aussi destiné aux collégiens, aux lycéens, aux enseignants. J'ai organisé de nombreux stages pour les instituteurs en formation et même pour les professeurs. Je n'étais pas tout seul parce qu'il y avait aussi les maîtres formateurs de l'éducation nationale. Mais si vous voulez, nous avions affaire à Madame Guichard pour tout ce qui concerne la pédagogie de la préhistoire. Et d'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé, puisque lorsque... pédagogie de la préhistoire. Et d'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé, puisque lorsque, dans la fonction publique, on gravit les échelons, lorsque je suis devenu moi-même maître formateur, j'ai passé un examen interne, qui s'appelle le certificat d'aptitude fonction de formateur. Et donc, Madame Guichard m'a beaucoup aidé, puisque le mémoire que j'ai fait portait sur la préhistoire, vous vous en doutez bien. Donc voilà, j'ai probablement été le seul enseignant du second degré pendant très longtemps à être spécialiste ès-qualité de la préhistoire, ce qui faisait rire l'inspecteur général Fitt, qui venait nous voir régulièrement, parce qu'il déplorait justement que, tout en admirant beaucoup votre mère, il déplorait que l'éducation nationale n'ait pas attaché au musée un professeur spécialisé dans la préhistoire. Mais apparemment, on n'en trouvait pas, ce qui est quand même extravagant. C'est pas Fitt, Paul Fitt, si, de Saint-Avis-Seigneur, le grand collectionneur de préhistoire? Non, non, c'était un inspecteur général. D'accord. Parce que moi, je parle de Fitt, qui était l'ami du recteur Capel, oui, qui était maire de le recteur Saint-Avis. Capel, je l'ai connu, mais oui, mais c'était pas ce Fitt-là. D'accord. Donc vous, finalement, ce que vous avez, ce que vous retenez surtout des relations que vous avez eues avec mes parents, c'est finalement autour du CPIE. Ah oui. Essentiellement. Ah oui, complètement. Et comment elle s'appelait, la dame qui faisait la cuisine déjà, madame? Il y a eu une bonne cuisinière, je crois, non? Oui. Ou qui soutenait la gestion? Voilà, elle s'appelait Nicole Clanet.
Ah oui, Nicole Clanet. Nicole Clanet. Elle est toujours vivante, Nicole Clanet? Oui, elle est toujours vivante. Elles habitent dans les environs. Bon. Et donc, une fois que le CPIE Tireuil s'est mis en branle, eh bien, monsieur et madame Guichard faisaient partie du conseil d'administration. Moi, j'y étais également. Pas Philippe Rossillon, si Philippe Rossillon y était, Gérard Fayolle, Jean-Pierre Pierre Merliot, on se retrouvait là régulièrement, et puis effectivement on mangeait de manière agréable. Votre mère avait des us et coutumes, avait ses habitudes à Tireuil, elle ne buvait pas de vin rouge, elle avait son petit caramble. Par exemple, sur la Vézère, la dépollution de la Vézère? C'était pas sur la dépollution de la Vézère, c'était sur la sauvegarde de la Dordogne, parce que à l'époque, on était en train de piller le lit de la rivière pour en faire des matériaux de construction, et donc il y a eu de grandes opérations populaires qui ont été menées, et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Hubert, qui était aussi un défenseur de la rivière. Voilà. Alors moi je me souviens de 3 choses au niveau du... Les 3 choses du CPIE, je vous dirai après. D'abord, est-ce que vous avez un souvenir précis ou vague, ou pas du tout, de la fermeture de l'école de Tireuil, de l'école de Tireuil? Ah mais bien sûr. Voilà, parce que je crois qu'il y avait eu pratiquement une espèce de manifestation, mon père avait fait un discours, oui, oui, c'était pas... Oui. Mais d'autant plus qu'à Tireuil, quand j'y suis arrivé en 1974, il y avait une institutrice, Madame Lestage. Et donc l'école, à ce moment-là, a failli fermer, et c'est le CPIE qui l'a sauvée. Parce que dans l'argent qui arrivait à la mairie des Aisy, il y avait la rénovation de l'école. C'est-à-dire qu'on a refait l'appartement de l'instituteur et 2 classes en bas alors qu'il n'y en avait qu'une. D'accord. Dont une salle qui était réservée pour le CPIE et une autre qui était réservée aux enfants de l'école. Et donc, cette petite école a pu survivre encore pendant plusieurs années. Alors je ne me rappelle plus jusqu'à quand, mais elle a survécu encore 7 ou 8 ans, mais à la fin, il n'y avait plus que 4 enfants. Ah oui. Donc il partait aux Aisy. Mais donc, parce que ça a vraiment failli fermer, ça a été à tout à fait. C'est le CPIE qui l'a sauvé. Ah ben d'accord, ça je ne sais pas du tout. Et alors, moi, les 3 souvenirs que j'ai du CPIE, c'est d'une part qu'il y avait des fouilleurs de ma mère, de temps en temps, qui venaient manger et qui campaient plus bas. Oui. Moi, il y avait ça. En contrebas, là, oui. Il y a eu les Américains de la Parsons School of Design. Oui, tous les étés. Qui venaient faire des aquarelles. Alors ça, 2 d'ailleurs. Alors ça, c'était... Si vous voulez, j'étais toujours membre du corps enseignant, et donc j'avais mon statut. Alors ça, 2 d'ailleurs. Alors ça, c'était... Si vous voulez, j'étais toujours membre du corps enseignant, et donc j'avais mon statut. Mais au CPIE de Tireuil, si je m'étais écouté, j'aurais travaillé toute l'année, sans vacances, sans rien du tout. Et donc, il s'agissait de... J'avais deux grands soucis, et votre père l'avait aussi, car à nous deux, pendant longtemps, le conseil d'administration du CPIE de Tireuil a tourné sur des bases extrêmement claires, administratives, etc. Et donc mon souci, c'était à la fois de permettre aux enfants des écoles de Dordogne de venir à un tarif préférentiel, ce qui voulait dire qu'il fallait qu'on trouve des financements d'autres groupes qui venaient d'ailleurs. Et ça, c'était un travail régulier entre votre père et moi. Et la deuxième, c'était que, comme j'avais une famille et que j'avais des habitudes d'enseignant, je voulais partir en vacances pendant l'été. Et donc, il s'agissait de trouver des groupes qui soient autonomes. Et donc, ça ne pouvait pas être des groupes d'enfants, mais des groupes d'adultes, d'où la Parsons School internationale qui occupait régulièrement le CPIE pendant mes vacances scolaires. Ah, voilà.
Et je me souviens aussi d'un été, je pense que c'est en 79 ou en 80, où il y avait eu, je pense que c'est Madame, pardon, excusez-moi, j'ai un trou, pas Madame Buissonnier, Madame Rossillon. Ah, Madame Rossillon, maire. Tout à fait. Parce qu'elle appartenait plus ou moins à la Fondation de France, elle avait fait un stage de surdoué. Tout à fait. Vous vous souvenez, je me rappelle très bien. Vous savez, je ne l'ai pas ici, mais pendant toute cette période-là, j'avais lancé la lettre de l'ESPER, qui est apparue chaque trimestre de 1977 à 1982. Et donc, là-dedans, dans ces lettres de l'ESPER, vous y retrouvez tout ce que nous avons fait, avec des commentaires, avec des explications, avec des calendriers, avec les finances, tout y est. Alors, je pense que je les ai, mais si je les ai pas, je sais qu'Hubert les a. Parce que, oui, ça c'est sûr. Je suis allé dans son bureau 2 ou 3 fois. Oui. Il a et alors, qui est? Alors, je pense que je les ai, mais si je les ai pas, je sais qu'Hubert les a. Parce que, ça c'est sûr. Je suis allé dans son bureau 2 ou 3 fois. Oui. Et alors son bureau, bon, parce que moi j'y suis allé aussi souvent, mais c'était aussi, à l'époque, c'était aussi ça. Quand il était célibataire, c'était sa chambre. C'était immense. Donc il était là, il nageait au milieu de tout ça. Alors, Hubert, moi, bon, je l'ai beaucoup aimé. On a beaucoup travaillé ensemble, et votre père, bon, je veux dire, l'administrateur, c'était votre père, l'enseignant, c'était moi, et le communicant, c'était Hubert. C'est-à-dire que les dossiers, on les bâtissait avec votre père, on les mettait sous les bras d'Hubert, et alors là, il partait. Et où il nous a montré ce talent, c'est que, après 81, on s'est rendu compte qu'Hubert avait autant de capacité à capter des subventions et des interventions dans les ministères qu'avant 81. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est un remarquable communicant, et donc, voilà. Et puis, je les ai beaucoup connus tous les deux, puisque je peux dire que j'ai été le seul Périgourdin invité à leur mariage. Ah, c'est vrai. À Lomarin. Où ça? Ils se sont mariés en Provence. Ah d'accord. Voilà. Et donc voilà, j'étais très heureux. Et c'est là d'ailleurs que j'ai fait la connaissance d'Henri d'Orléans, et que j'ai eu l'occasion de promener, moi, modeste instituteur de la République, le descendant des rois de France, ce qui m'a laissé un souvenir impérissable, vous vous en doutez bien. Voilà. Mais ça, c'était Hubert. Si vous voulez, il était capable de nous amener à Sireuil ou ailleurs des gens plus extraordinaires les uns que les autres. Oui. Voilà. Ouais. Y compris comme conférencier dans certains cas. Ah, tout à fait. Je ne sais pas si c'est pas lui qui n'avait pas dégoté le docteur Henri Martin pour la main. Oui, non, je confonds. C'est pas Martin. Non, mais je le connais bien, puisque nous le connaissions, c'était le médecin. C'était un spécialiste de la MGEN. C'était un spécialiste. Ma femme le connaît bien aussi, puisqu'il est venu chez nous à plusieurs reprises. Bon, écoutez, son nom ne me revient pas, et c'est désagréable. Et alors, et qui a organisé donc plusieurs stages sur la mer.